Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être en compagnie de vous, oui, parce que vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine du week-end. Ça fait débat et déjà l'actualité, vous le savez, c'est autant de changements au niveau de commandement des FARDC. Oui, les arrêtés ont été lus sur la chaîne nationale hier. Eh bien, on va revenir sur l'actualité parce que on essaie de faire un rapprochement entre ce qui s'est fait, les arrêtés, ce changement, mais aussi la situation sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo. C'est vrai, on va parler d'un échec avec le processus de Luanda. Eh bien, Paul Kagame qui reste campé dans son coin, également la RDC aussi avec le président Félix Tshisekedi. Alors comment trouver des solutions? Est-ce que la RDC, avec ce changement, pense déjà à l'option militaire? On va évoquer cela ici sur ce plateau avec des invités. Pas les moindres, nous avons Monsieur Olivier Sambaï qui est du Cercle Axiologique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci madame. Réel plaisir d'être encore présent. Je vous salue, je salue les co-débatteurs et les téléspectateurs. Nous avons également Monsieur Moucha Galoucha qui nous a fui un tout petit peu, il faudrait le dire quand même. Bienvenue à vous, bon retour. Merci beaucoup Arlette, je suis très ravi d'être sur ce plateau et pour l'une des grandes émissions de Télé 50, je suis content de retrouver mes co-débatteurs, mes frères et mes amis et j'espère qu'on va faire un débat républicain. Nous avons également M. Jean Mouangou, cadre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous également. Nous, on vous prend plus dans ce cadre de réflexion. Oui, justement. Merci. Nous sommes là avec tous nos frères pour attaquer les problèmes d'acuité. Nous avons également M. Joseph Kajungoulou, qui est porte-parole du parti Action Commune pour la République. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à Arlette. Bonjour à mes co-débatteurs. Je profite de l'occasion pour saluer tous les capables de l'ACR, Action Commune pour la République, avec une mention particulière au capable président honorable Élisée Tamboué et à la capable secrétaire générale Sophie Kakoudi, l'élu de Kabalo. Et je salue le capable de Moïnéditou de ma circonscription électorale. Non, merci à vous également. Il y a lieu aussi de vous féliciter, vous, les intervenants de chaque vendredi, chaque week-end, parce que justement avec le sondage au point, non seulement la chaîne Télé 50 avec ses programmes, mais aussi la présentatrice de cette émission qui figure parmi les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2024. Donc il y a lieu de vous remercier parce que c'est grâce à vous également, vos interventions pertinentes. Donc nous vous félicitons, nous Télé 50 également, vous, nos partenaires. Merci de votre humilité. Mais on vous présente les félicitations parce que vous vous êtes extirpé. Merci à vous. Alors, on va vraiment s'étendre sur ce sujet. C'est vrai qu'à moi, à un moment donné, la question de la révision, du changement de la Constitution a pris un tout petit peu le dessus sur l'actualité et on revient, voilà que cela nous rattrape la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On part par ce processus de Luanda, les accords, le Rwanda qui exige carrément que la RDC dialogue avec le Rwanda, même Paul Kagame qui a boycotté, on va le dire comme ça, la dernière rencontre le dimanche dernier à Londres. Comment comprendre cette situation actuellement, Monsieur Mouchagaloussa? Bon, comment comprendre la situation? Je crois qu'il n'y a rien de nouveau pour moi. Tout était prévisible, que ce soit ce qui est arrivé à Luanda, que ce soit la situation qui continue à s'empirer, dans laquelle nous sommes en train de nous embourber du jour au lendemain. Parce qu'il faut signaler, et je crois que je l'avais dit une fois sur ce plateau, l'avantage de cette émission, c'est que c'est une émission qui peut aider la République, où nous avons la liberté de dire, surtout nous de la société civile, les choses de la manière dont nous les voyons, mais également faire des propositions concrètes. Comme vous le savez, la RDC est engagée dans 3 processus qui sont différents, mais qui finalement, au lieu de converger ensemble, commencent à chevaucher, et au lieu de résoudre chaque processus, on continue à s'enliser dans un nouveau processus. Je me pose la question, est-ce qu'il y aura un 4e processus? Je ne pense pas. Vous savez qu'il y a le processus de Nairobi qui parle des groupes armés où la RDC s'est engagée sous la médiation de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Et donc ce processus n'a jamais abouti. Ce processus a platiné à un moment donné, tout simplement parce qu'on n'a pas su déterminer les groupes armés sur lesquels il faut agir, quelle méthode, quelle approche il faut pour ces groupes-là. Ce processus finalement a été mis en berne et on n'a pas évolué. Il y a le processus de Kampala qui lui parle des réfugiés
c'était le premier, mais là également, il y avait des réfugiés. Et c'est là où on trouvait certains éléments des M23 qui étaient là-bas, mais qui étaient considérés comme des réfugiés parce qu'ils se trouvent de l'autre côté. Ils ne sont pas en RDC. Et les gens oublient, malheureusement, Arlette, je l'ai dit, et je crois, je ne peux pas dire que j'étais le premier, mais je vais faire observer parmi tant de téléspectateurs et nous-mêmes que les M23, c'est pas les fruits, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les fruits du Rwanda. Le M23 a été lâché plus par l'Ouganda et pas par le Rwanda. Puisque vous savez que Bunagana, c'est la partie frontalière qui se trouve entre la RDC et Kampala et non pas le Rwanda. Et donc l'Ouganda a plus l'avantage de pouvoir agir sur les groupes armés, s'il faut dire ici, qu'on les qualifie de terroristes ou pas, mais les M23, puisque Bunagana c'est frontalier avec l'Ouganda, ils cherchent également. Toute la partie là, elle est frontalière avec l'Ouganda et non pas avec les Rwandais. Alors, comme ce processus n'avait pas abouti, le processus de Kampala, c'est à ce moment qu'on a lâché finalement les M23 ou des Congolais qui étaient identifiés comme des réfugiés en Ouganda, mais qui étaient entre autres des partis de M23. Alors, les deux processus platine, on va dans un nouveau processus de Luanda, où on pensait qu'on pouvait résoudre la question de Kinshasa-Kigali sans toutefois prendre en compte cette question-là de Luanda et de Nairobi. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est à cette occasion-là où on a tout biaisé, où on s'est embourbé. Et effectivement, il faut quand même saluer la volonté du chef de l'État parce qu'il voulait, ou il veut toujours qu'on puisse utiliser parmi les trois méthodes de la solution diplomatique, mais on n'a pas tenu compte de tous les éléments, d'autant plus que ce qui est arrivé à Luanda, c'était prévisible. Le langage qui a précédé tout ce qui s'est passé, où on a accusé de certains Congolais d'être derrière les mouvements d'IM23 et non pas les Rwandais. Donc dès que les Rwandais arrivent là, ils disent bon, moi je suis prêt, mais comment vous traitez les M23? Il y a des Congolais que vous-même vous reconnaissez. Ça pose un problème. Permettez avec que je ne perde pas le fil d'idée. Mais il y a également, le premier faux pas, c'était lorsque la RDC avait accepté qu'il y a des FDLR chez nous. Donc au moment où on a accepté qu'on a des FDLR, ça devient maintenant une épine pour l'arracher et une épine sur, comment il faut dire, un levier sur lequel Kagame finalement s'est appuyé pour dire, voilà, j'ai toute raison de maintenir les dispositifs militaires pour éviter que les FDLR puissent venir parce que vous l'avez reconnu. Voilà donc autant d'éléments là. Les Rwandais, je pense également, l'élément qu'ils ont évoqué, c'est de dire que même si moi j'accepte, mais il y a des Congolais qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire de ces Congolais là? Il dit même si moi j'accepte, si les Congolais continuent à être là, et ils continuent à faire l'arme, ils continuent à faire la rébellion, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'à ce moment-là, ça posera un problème. Si on n'arrive pas à les résoudre, ils vont finir par se reverser encore au Rwanda. Et voilà les problèmes que ça pose. Mais il y a quand même des pistes de solutions. Peut-être à la deuxième prise de parole, je peux donner un certain nombre de... Monsieur Olivier Sambaï, c'est vrai que les accords de Luanda, d'aucuns estimaient déjà que ça allait accoucher d'une souris, parce que les méthodes sont connues, les méthodes du Rwanda sont connues, et certains l'ont même prévenu. Mais la République a persisté à signer dans cette démarche. Aujourd'hui, on donne raison à ceux qui s'inquiétaient, on donne raison évidemment à ceux qui pensaient que déjà le Rwanda a un programme bien établi. Aujourd'hui, quand il impose à la République démocratique du Congo certaines choses, il est revenu d'abord avec la question des FDLR. Aujourd'hui, on revient encore sur la question du M23. Donc, on vous impose des choses. Donc, la RDC, dans cet accord, dans ce dialogue, n'est pas en position de force, carrément. Oui, madame, vous l'avez dit, en termes de relations internationales, lorsque deux États sont en conflit réel, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Et là, en ce qui concerne les processus du Luanda, c'est non seulement un échec, mais aussi une humiliation. Parce que comment est-ce qu'on pouvait aller juste espérer par la signature d'un document pour qu'il y ait la paix à l'est du pays? C'était trop facile et trop simple. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'est Kigali, ce que le Rwanda, c'est par rapport à cette situation de l'est du pays. Longtemps, la diplomatie a quand même agi en ce qui concerne
les démarches amorcées par le président Félix Tshisekedi et son gouvernement, et que la communauté internationale plusieurs fois a établi noir sur blanc la responsabilité de Paul Kagame et du Rwanda par rapport à cette situation de l'Est du pays. C'était déjà des avancées très significatives qui pouvaient permettre au pays de se réorganiser pour attaquer l'ennemi qui a été clairement identifié. Alors, est-ce qu'il fallait nécessairement aller négocier? Oui, il fallait encore tenter, mais je ne sais pas s'il fallait encore tenter, parce que nous sommes à un an aujourd'hui, le 18 décembre 2023. Pendant cette période, c'était aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a eu élection, l'année passée, le 20 décembre, mais bien avant, le chef de l'État avait été clair. À la moindre escarmouche, il va attaquer le Rwanda. La personne la mieux informée du pays, c'est le président de la République. Il nous a promis, nous, la population, de n'avoir peur de rien, et que nous avions la possibilité d'attaquer le Rwanda et de déstabiliser même Paul Kagame. C'était une promesse qui ne pouvait pas s'apparenter à un discours de campagne électorale. Alors, je pouvais comprendre et croire en ce que disait le chef de l'État, mais si on voit aujourd'hui le Rwanda a fait pire, non seulement une seule vie qui a été perdue, mais c'est plusieurs. Nous sommes allés jusqu'en ce qui concerne les déplacés. On a érigé même des camps de réfugiés, ce qui n'a pas été une très bonne chose en soi. Est-ce qu'il fallait continuer à faire confiance au Rwanda? Non, il fallait réorganiser les choses de par nous-mêmes pour essayer un peu de doter l'armée de la dissuasion qu'il faut afin de mettre hors état de nuire ces Rwandais. Parce que, madame, vous savez, le gouvernement, par les trichements de son porte-parole, récemment a identifié le nombre de militaires rwandais qui avaient pu traverser les frontières pour se trouver à l'Est. C'est-à-dire, le gouvernement est informé. Le gouvernement aujourd'hui a identifié plus de 250 groupes armés. Il y a eu un processus lancé depuis l'année passée des mobilisations, des insertions, etc. C'est-à-dire qu'il y a des informations. Aujourd'hui, là où se trouvent les groupes armés, c'est identifié. Et ils occupent telle localité, ils sont à gauche, ils sont à droite, c'est connu. Mais qu'est-ce qui empêche notre armée de se réorganiser pour mettre hors état de nuire ces groupes armés? C'est ça la grande question que je me pose. Et aussi, lorsqu'il faudrait traiter de certaines questions à l'Assemblée nationale, voilà, il y aura une très grande mobilisation comme aujourd'hui. L'Assemblée, le Parlement s'est réuni pour désigner les juges de la Cour constitutionnelle. Mais je me demande si c'est prévu, je ne sais pas, un congrès extraordinaire où les parlementaires vont aussi réfléchir sur la question des. Mais certaines rumeurs parlaient déjà d'un congrès qui pourrait y avoir incessamment, et c'est pas encore fixé. C'est ce que j'étais en train de me demander. Parce que, analysons d'abord la racine. Si on est arrivé là, madame, c'est parce que il faut qu'il y ait une refonte totale dans la réorganisation du pays. Le pays est très mal organisé. Mais quand il y a déjà ce changement au niveau des commandements, ça veut dire qu'il y a déjà une volonté de passer par, je dirais, à la proposition B. Ce qu'il faut faire, il faut passer à la vitesse supérieure, activer les plans qu'il faudrait pour mettre hors état de nuire ces rebelles qui maltraitent le pays. C'est comme j'étais en train de dire, il serait peut-être inquiétant que l'on se pose la question de savoir pourquoi le gouvernement ne prend pas toutes les dispositions pour bouter dehors ces rebelles. Parce qu'ils sont informés. Mamadou Ndala en 2013, il aurait suffi juste la pomme rouge à l'opération avec le général Amouli, n'a pris que maximum 10 jours et on avait oublié la guerre de l'Est. Nous sommes en janvier 2013. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est-à-dire notre armée s'est identifiée réellement là où se trouvent ces rebelles. Mais pourquoi cette situation persiste-t-elle? C'est ça la grande question. Alors, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de faire d'une pierre des coups. À moyen terme et à long terme, qu'est-ce que je propose? À moyen terme, disons à court terme plutôt. À court terme, c'est qu'il faut réactiver notre armée parce qu'ils sont identifiés. On engage un combat en interne, pas contre le Rwanda, parce que je me suis toujours inscrit un tout petit peu en faux contre l'hypothèse selon laquelle il faut attaquer le Rwanda. Non, il faut attaquer ces rebelles qui sont là, sur notre territoire. Qu'est-ce qu'ils font là? On les attaque, on les détruit, on les boute dehors. Et après, à long terme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas non seulement à long terme, parce qu'à moyen terme, on peut le faire rapidement. Madame, nos frontières sont poreuses.
Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, via la DGM, ne sait pas vous fournir les données chiffrées de la migration de la population dans les frontières souterraines. Les frontières aériennes, parce que les aéroports sont là, on peut avoir des données. Les frontières souterraines, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait identifier réellement dans toutes nos frontières là qu'est-ce qu'il y a comme un mouvement? Et voilà, aujourd'hui, les Rwandais peuvent se permettre d'accéder, les Ougandais, et tous ces rebelles-là, comment ils se retrouvent ici? Mais monsieur Jean Mango, est-ce qu'il fallait attendre la situation aujourd'hui que le processus échoue pour se réveiller et faire ses propositions? Non, non, on ne peut pas attendre qu'on échoue pour revenir sur ce qui doit être fait. C'est déjà une erreur tactique. Il est vrai que ce que nous connaissons actuellement à l'Est ou dans la partie Est de la République est en quelque sorte les résultats d'une guerre d'usure. C'est en train de s'affaisser. Hein. Oh, on va trouver une situation... ils ont les mêmes pratiques et ils reviennent sur les mêmes stratégies. Le Rwanda dit il y a les FDLR au Congo. Par malheur, le Congo dit oui, je reconnais qu'ils sont là. Alors les Rwandais justifient parce qu'il y a un prétexte. Et les Congolais cherchent les FDLR, on ne les trouve pas. Finalement, on joue le jeu de l'ennemi. Maintenant, actuellement... Mais disons-le, oui. La situation avec le Rwanda, ce n'est pas une situation d'aujourd'hui. Et on se dit réellement que c'est un problème que l'on devrait arriver à résoudre. Madame Exaucé, vous pouvez aider également avec le fauteuil, avec notre invité. Qu'est-ce qui devrait être réellement fait? Parce que c'est connu, la situation, on savait qu'on allait en arriver là. Il y a des gens, même au niveau des politiques, qui ont prévenu. Mais comment on va arriver dans les discussions? On accepte par exemple la question des FDLR. C'est ça que je dis qu'au départ, il y a du bluff du côté rwandais. Ils ont bluffé, ils ont voulu présenter un prétexte qui est un faux pour qu'ils viennent avec force et colorer cette milice ou présence des Rwandais en termes d'M23. Actuellement, le Congo a cru au message de la paix. Le Congo a tendu la main pour qu'il y ait point de communication, qu'on ait une procédure de paix de négociation. Mais il se laisse entrevoir qu'en réalité, il n'y a jamais eu cette volonté-là. Du côté rwandais, tout ce qui est en train d'être fait, c'est des calculs de comment ils vont se pérenniser. Aujourd'hui, nous sommes dans presque 30 ans avec cette situation. Mais ça ne nous empêche pas nous aussi d'avoir des calculs pour voir comment je suis en train d'arriver. Faire l'inverse. Pour signifier que de notre côté, on a plus été dans la naïveté d'estimation de ce qu'est réellement le Rwanda. Le Rwanda, c'est une sorte d'une matrice qui reçoit toutes les forces extérieures pour voir comment on peut attaquer les Congo. Actuellement, la seule voie, quand il y a échec de Rwanda, moi je pensais que, comme vous l'avez dit, au lieu qu'il y ait cette rencontre, congrès, parlement, Sénat, on aurait pensé qu'ils discuteraient de questions comme quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Est de la République soit en paix. Mais est-ce que ces changements, oui, il y a les ordonnances qui ont été lues hier. Est-ce que ces changements ici, ce n'est pas un signal fort pour dire qu'on veut passer à autre chose? Malheureusement, je ne pense pas, parce que ces noms qui ont été cités, c'est des noms de gens que nous avons déjà entendus dans le passé. Peut-être qu'il peut venir avec une certaine nouvelle impulsion, mais je ne pense pas, parce que si quelqu'un a été affecté à une dimension et que les résultats n'ont pas été sortis, c'est que quel que soit les temps, on est toujours dans le même schéma. Mais je crois s'il y avait, peut-être ça dépend d'une nouvelle philosophie, une nouvelle éducation des guerres, une prise de conscience, ça peut arriver. Parce que nous savons, avec l'idée de la création de la RAD, la réserve armée pour la défense, on pensait déjà que les Wazalendo seraient à même de mettre l'ennemi en dehors de ces territoires. Et il y avait des résultats. On avait vu qu'ils avaient travaillé. Mais qu'est-ce qui a fait que les Wazalendo soient maintenant mis de côté? Est-ce qu'il y avait manque de motivation? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'encadrement? Est-ce que c'est autant de ces questions-là qu'il fallait voir au niveau de l'Assemblée nationale ou en congrès comment on peut stimuler et redynamiser pour qu'on ait des gens capables de se battre? Parce que ces gens sont prêts, les Ouazalendo sont prêts. Et ils l'ont fait, ils ont prouvé qu'ils pouvaient même mettre le Rwanda. À l'époque, on nous disait qu'il ne reste qu'une semaine que l'M23 soit chassé même de Bunagana.
Ils étaient forts. On a vu, on a appuyé, on a acclamé. Mais à la fin, et cette théorie de repli stratégique jusqu'à encore perte de territoire. Donc, quelque part, les noms qui sont cités, on peut prier pour eux, on peut leur souhaiter tout ce qu'il y a comme bon, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change en termes de déterminisme. Sinon, on va rester sur toujours les qui-vivent et puis on va parler indéfiniment de ça. Monsieur Kajongolo, est-ce que ce sera une solution militaire qui va rassurer la République démocratique du Congo en ce moment? Merci, Madame Arlette. Je l'ai toujours dit partout où je passe que les dossiers de l'Est, c'est un dossier qui doit mettre toutes tendances ensemble pour le bien-être de notre pays. Cela veut dire l'opposition et la majorité. Parce qu'il vous souviendra que cette question ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1994 que le Rwanda est en train de verser dans ses bêtises jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je pense que même à l'interne, lorsque je me réfère à notre droit positif congolais, l'article 33, 258 et 259 du Code civil congolais, livre 3, on vous parle des accords, les conventions. On vous dit, par exemple, l'article 33 parle de conventions légalement conclues. Forme la loi, soit fond de droit entre les parties. Et ça doit s'exécuter de bonne foi. 259 et 258 en découlent les conséquences lorsqu'il n'y a pas le respect de ces accords et ces conventions. C'est de la même chose à l'international. C'est ainsi que vous allez voir. Les gens qui critiquent l'article, disons l'analyse faite par le président de la République sur l'article 217 de la Constitution, ils ont totalement tort de critiquer le président de la République. Lorsqu'on vous dit qu'on peut céder une partie de notre souveraineté pour l'intérêt et l'unité africaine, alors, nous Congolais, posons-nous la question. Qu'est-ce que cette fameuse Union africaine apporte à notre pays? Qu'est-ce que l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine accompagne l'État congolais pour avoir la situation là, être empirée, calmée au niveau de l'Est? Ça ne vous a pas empêché d'avoir des accords avec les autres. Je suis en train de bien que politiquement, vous avez été averti. Vous, l'Union sacrée, aujourd'hui, vous revenez sur le discours, vous avez évoqué la question de l'unité nationale. Ouais. Mais qui met à mal cette unité? Du moment où on parlait de la question de sécurité, de la question de l'Est de la République démocratique du Congo, de la question de l'unité, mettre tout le monde ensemble, les voix se sont même levées pour parler du dialogue. Je reviens. Alors je veux vous permettre de reprendre, de parler de ce dialogue. Du coup, vous ressurgez avec la question constitution, qui vient encore diviser davantage, non seulement la population, mais aussi les politiques. Non, mais lorsque vous parlez de la constitution ne peut pas diviser les gens. Mon compatriote en face, il venait de parler de la refondation de l'État congolais. Et lorsqu'on va refonder, on va commencer par où? C'est pas la constitution elle-même. Et le chef de l'État, devant les deux chambres réunies en concret, il a parlé de la réforme constitutionnelle. Et vous savez, en droit, il y a la notion de l'intention. Il y a les gens qui sont en train de prêter l'intention inutilement au président de la République pour dire qu'il a l'envie de faire le troisième mandat, ce qui n'est pas le cas. Prenons tout simplement au mot. Vous êtes une grande journaliste. Aujourd'hui, l'article 163 et 164 de la Constitution. Tous les anciens chefs de corps n'ont pas le juge pénal après leur fonction. Et vous voulez que nous continuions dans un état pareil? Prenez l'article 70. On vous dit le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Aucune contrainte là-dedans. Kabila l'a fait, il devrait organiser les élections en 2016. Il est allé jusqu'en 2018. Pourquoi? Parce que cet article 70 n'a pas de contraintes. Mais si nous mettions par exemple que lorsqu'il n'organise pas les élections, comme la loi dit, le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. Si le président et qu'il n'y a pas au pays un cas de force majeure, s'il ne parvenait pas à organiser les élections et qu'il est bouté d'ailleurs, c'est une autre institution qui prend la gestion de ces moments-là pour organiser les élections. Lorsqu'ils disent, prenons par exemple ici, j'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire que Luanda c'était une humiliation. Non, par contre, c'est les Congo qui gagnent. Parce que je vous jure, si le président Tshisekedi était absent, vous allez voir Kagame surgir. Vous allez le voir. Parce que certaines indiscrétions, certains câbles disent qu'il était même là.
Il attendait tout simplement l'absence de notre président. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bien là, vous venez de parler de l'unité nationale, soit du dialogue. Lorsqu'il y a de tels enjeux, tous, nous sommes sans ignorer que la situation de l'Est, si nous voulons seulement que ça s'embrase aujourd'hui, les Rwandais ne tiendra pas même des semaines avec la République. Mais, les soi-disant partenaires traditionnels de la RDC, ce sont-ils en même temps qui nous jouent le jeu du cache-cache? La journée, ils sont avec vous et la nuit, ils sont avec les Rwandais. Mais composez vous-même. Composez vous-même. Pourquoi vous vous plaignez? Le vrai problème, c'est ça. Pourquoi la RDC se plaint au quotidien? Composez avec vous-même. Si vous êtes conscient que les autres ne vous aiment pas, composez vous-même. J'en viens, Madame Arlette, il fallait me laisser le temps comme les autres et je vous donne les faits. Je vous donne un exemple typique, une illustration. Joseph Kabila, président honoraire, il signe un contrat avec les Chinois. Il faut que les Chinois prêtent à la République 30 milliards de dollars. Qu'on construise une autoroute qui partirait de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa. Ce sont les Occidentaux qui se sont mis debout pour dire que le Congo n'est pas en mesure de gérer une telle somme. Vous voyez la complicité? Aujourd'hui, quand Joe Biden vient pour les corridors de l'Obito, vous en savez l'avantage, ce qu'ils sont en train de chercher. Ici, vous aviez parlé du dialogue. Moi, personnellement, au nom de mon parti ACR, je me prononce pour dire que nous ne sommes pas contre les dialogues. Parce que je l'ai toujours dit, la situation de l'Est demande qu'on ait une forte organisation à l'interne. Si on est fortement organisé, le voisin ne saura pas nous vaincre. Cela veut dire prendre nos intérêts égoïstes, mettre de côté. Parce que ce pays nous a été légué par les jeunes gens qui se sont bâtis à leur époque, les Lumumba et les autres. Ce n'est pas aujourd'hui nous avions autant de licenciés, autant de docteurs que nous allons accepter un petit pays comme le Rwanda de nous mettre en cette difficulté. En conclusion, je vous dirais tout simplement la situation de l'Est. Il faut féliciter les Congolais et les militaires congolais et les Ouazalendo. Parce que nous sommes seuls devant toute cette puissance du monde-là. Nous sommes celles devant. Non, je vois Mouchangaloucha secouer la tête, mais il aura le temps de parler inutilement. Et je mets tout le monde. Prenons par exemple, pourquoi toutes les multinationales qui volent nos matières premières à l'Est sont en grande majorité britanniques, américaines, françaises. Mais quand ces gens-là volent, vous avez vu les ministres de justice porter une plainte contre certaines sociétés multinationales. Ils sont occidentales. Alors moi, je pense qu'à ce stade, et le changement qui vient aussi de connaître notre classe dirigeante, plus disais-je, de l'armée, c'est aussi un signal fort. Dire que non, ce sont les noms que nous avons déjà entendus, mais on peut impliquer les choses autrement. C'est ainsi que moi je demanderai, les concrets que moi j'ai appris, qui se tient aujourd'hui là, c'est pour désigner le juge de la Cour constitutionnelle. Ça se passe tout de suite là, on vient de constituer la commission, on leur a donné 2 heures du temps pour qu'ils aillent étudier tous ceux qui ont postulé à cette désignation. Mais si on peut aussi convoquer les concrets pour parler les dossiers de l'Est, ce n'est pas un problème. Madame Dena, aujourd'hui on revient encore sur la question sécuritaire apparemment. Je dirais la réalité finit par nous rattraper. Cette réalité aujourd'hui sur la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Merci. Comment voir l'avenir? Parce que 2025, on est soit dans les changements, révision de la Constitution, on met ça de côté. On va parler réellement sécurité parce que l'espoir c'était les accords de Luanda qui malheureusement ont accouché d'une souris. Oui, je voudrais d'abord saluer mes co-débatteurs et m'excuser du retard. J'avais une réunion très importante que j'ai écourtée parce que votre invitation a toujours été prioritaire pour moi. Merci. Et j'ai entendu dire des choses ici, mais ce que moi je voudrais dire à mon compatriote, Monsieur Joseph, Monsieur Joseph, c'est que la guerre entre la RDC et le Rwanda n'a pas commencé ni avec Kabila, ni avec M. Félix Tshisekedi. Mais c'est une guerre... S'il vous plaît, laissez-moi poursuivre. C'est une guerre qui a commencé il y a de cela plusieurs centaines d'années. Nous disons que c'est une guerre de millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que M. Félix Tshisekedi qui avait en tête, parce que normalement, lorsqu'un président de la République bat campagne ou lorsqu'il candidate pour briguer la magistrature suprême, ça voudrait dire qu'il a déjà une idée bien précise en tête de ce qu'il doit faire pour le pays. Donc nous estimions que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il avait demandé à être président de la République, ça voudrait dire qu'il avait voulu faire quelque chose à la place
ou bien donner des solutions là où M. Kabila n'avait pas pu trouver des solutions par rapport à la guerre de la République démocratique du Congo. Et nous étions surpris de voir que M. Félix Tshisekedi avait appelé M. Kagame, l'avait emmené au stade des martyrs et avait demandé à ce qu'on chante pour lui Yoza Nyoboya Kagame. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi il avait fait, il a dit que non, on lui a donné nos ordres parce qu'il avait une carnet d'adresse. Et moi, je voudrais bien dire ici qu'un pays ne se dirige pas par la volonté, parce que nous avons l'habitude d'entendre les gens de l'Union sacrée nous dire que non, M. Félix Tshisekedi a la volonté de bien faire les choses. On ne dirige pas un pays par la volonté, mais par une main de fer. Soit on est chef, soit on est complaisant. Et aujourd'hui, cette affaire du Rwanda, nous pensons, moi je l'ai toujours dit personnellement, que l'affaiblissement de notre armée et tout ce que nous vivons aujourd'hui, au fait, c'est voulu. Parce que lorsqu'il doit y avoir des moyens qui doivent être donnés à l'armée, et que vous voyez qu'il y a des ministres de la Défense aujourd'hui qui détournent de l'argent, qui doit ravitailler l'armée en logistique nécessaire, en leur donnant des encarts. Vous avez vu l'une des vidéos où on montrait comment est-ce que ces soldats se nourrissaient. Aujourd'hui, les familles de ces soldats sont devenues des familles, je peux dire, qui mendient à la rue. Et tout ceci ne permet pas à ce que la République démocratique du Congo puisse être en état de pouvoir vaincre l'ennemi. Nous l'avions dit dans notre projet de la refondation, en son premier point, c'était par rapport à la sécurité nationale. Nous avons dit que la priorité de priorité, c'était la sécurité physique de la population. Et pour ça, il fallait faire de notre armée, faire à ce que notre armée puisse être une armée dissuasive. Et par ça, il faudrait ravitailler cette armée des outils nécessaires. Il faudrait leur donner des encas, leur mettre à jour par rapport aux formations, voir comment reformer l'administration de notre pays, parce que nous sommes sans ignorer que nos frontières aujourd'hui sont des frontières passoires. Nous leur avons demandé de pouvoir fermer les frontières. Qu'est-ce qu'ils nous avaient dit? Ils nous avaient dit qu'il n'y a pas moyen de fermer les frontières parce que nous je ne sais pas moi quoi, nous dépendons du Rwanda par rapport à ses rapports commerciaux. Alors que le Rwanda aujourd'hui dépend plus de la République démocratique du Congo et ce n'est pas le contraire. Donc nous disons que tout cela est fait de manière voulue. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous vendre que ce processus d'Angola ou de Luanda pouvait aboutir à quelque chose. Parce que les Rwandais sont des nilotiques, ils ont toujours eu cette idée expansionniste de pouvoir conquérir nos terres. Et pour nous, il faudrait... Aujourd'hui, j'ai entendu Monsieur Joseph dire que non, il y a de ces étrangers qui viennent exploiter dans notre pays et tout ça. Mais nous voyons à tort et à travers M. Félix Tshisekedi aller dans des voyages qui ne produisent rien. Et M. Félix Tshisekedi aujourd'hui doit se dire que toutes ces personnes, parce que nous l'avions dit en son temps, que notre salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Orient, de l'Occident plutôt, mais notre salut viendra par nous-mêmes. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi passe de ville en ville, de pays en pays, pour aller quémander à ce que l'on puisse condamner le Rwanda, nous disons que M. Félix Tshisekedi, au fait, il cherche la facilité. Mais M. Mouchagaloussa, c'est ça le problème. M. Mouchagaloussa, le ministre de la Communication et Médias l'a dit. Le parti là, c'est quel parti? Le parti en vol. En vol, hein? Le parti en vol. Ah, il est avec des... C'est Sanga? Oui. Okay. Monsieur Mouchagaloussa, le ministre de la Communication et Médias dit la guerre coûte cher. Et il nous l'a dit clairement, la guerre coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut s'engager sur cette voie? Non seulement la guerre coûte cher, mais elle est meurtrière aussi. Donc c'est ça, il faut d'abord mettre la vie humaine avant toute chose. Et nous l'avions dit à l'époque que si le président de la République pouvait user de ses prérogatives en puisant dans sa sagesse pour éviter qu'il n'y ait plus une seule goutte d'un Congolais qui va être versée, il faut utiliser toutes les manières possibles. Mais lorsque la guerre coûte cher, M. Mouchagaloussa, la guerre c'est envers le Rwanda. Mais M. Samba, il a dit, nous n'avons pas besoin de faire la guerre au Rwanda. Nous avons besoin de chasser les Rwandais qui se trouvent sur le sol congolais. Donc ce n'est pas une guerre contre le Rwanda, c'est juste, je dirais, de la défensive.
Effectivement, donc vous entrez dans ce que je voulais dire après avoir tracé les contextes dans lesquels on était engagé dans les processus de Luanda ou le processus de Nairobi. Je répète, ça a été biaisé parce que nos compatriotes ouazalendo étaient dans les processus de Nairobi, mais dès qu'on a abandonné le processus de Nairobi, on les a mis dans ce qu'on a créé, tout ce qu'on voulait faire comme RAD. Malheureusement, ça aussi, ça n'a pas marché. Je crois que mon frère Jean connaît très bien ça. Donc, je pense que, au regard de ce contexte-là, de cette bouillabaisse, où il y a des processus qui entrent ensemble et il n'y a aucun processus qui arrive à la fin, c'était prévisible que Luanda ne produira rien. Et donc, on va arriver à un quatrième processus. Deuxième difficulté, madame, il s'agit des objectifs. Qu'est-ce qu'on poursuivait à Luanda? Effectivement, Olivier vient de le dire. Est-ce qu'on voulait terminer la guerre qui se passe sur les territoires congolais ou on voulait faire la paix avec les Rwandais qui ne reconnaissent pas être au Congo? Dès que les objectifs ne sont pas définis, on va aller négocier comment on va obtenir les résultats. Quel est le résultat qu'on pouvait obtenir? Je crois Olivier l'a dit d'une manière diplomatique, en signant un papier, un accord, c'est vrai, on s'engage, mais alors que les troupes, ceux qui se battent sont sur les territoires congolais. Est-ce que si on signait l'accord de paix à Luanda, Corneille Nanga et tous les autres allaient quitter directement pour dire non, on allait libérer Bunagana? Donc, j'ai dit, les contextes étaient biaisés, les objectifs n'étaient pas définis, les acteurs n'étaient pas connus. On discutait avec qui? Donc, au même moment qu'on est en train de discuter, où le président angolais, son excellence Laurence était en train de mener de la médiation, mais Kagame avait déjà donné des messages. Quand Kagame avait déjà donné les messages qui étaient basés sur des éléments, la reconnaissance des FDLR sur les territoires congolais, le dialogue avec les M23. Alors, il fallait réfléchir maintenant comment est-ce qu'on pouvait impliquer les autres acteurs dans ce processus pour pouvoir obtenir les résultats. Et un quatrième élément, quel était le moment de pouvoir discuter? Au moment où on est en train de nous taper, comme l'avait dit Kofi, les autres sont en train d'avancer, on nous ravit des territoires, les M23, l'FC avance, et nous on décide d'aller discuter. Donc on va en position de faiblesse. Ce qui fait que lorsqu'on négocie en position de faiblesse, celui qui est en position de force en trouve pour vous faire du chantage. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Et il faut le reconnaître, il faut le dire que le président de la République s'est déplacé, certainement par sa volonté de vouloir obtenir toujours la paix, mais ça n'a pas été... Mais quelle est la partition de l'Ouganda? On a vu les déclarations qui ont vite été retirées quand même. C'est grave. C'est grave sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Effectivement, madame, c'est que j'ai dit, nous ne connaissons pas les acteurs. Je pèse les mots et je les souligne. L'Ouganda est plus dangereux pour la RDC que les Rwandais. J'ai dit sur ce plateau que les M23, quand on les a libérés, on ne les a pas libérés du Rwanda, on les a libérés de l'Ouganda. Et nous, on continue à entretenir. C'est-à-dire, on n'a pas une vision, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, madame. J'ai dit bien Bunagana, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Prenez la carte de la RDC. Bunagana n'est pas frontalier avec Rwanda. Bunagana est frontalier avec Kampala. Même si Kagame avait signé, qu'est-ce qu'on allait faire sur Ouganda tant qu'on n'a pas encore revenu sur ce processus de Kampala? Donc vous voyez, on est dans une bouillabaisse là, on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut obtenir. Je l'ai dit, je m'excuse parce que c'est mon pays et ça fait mal de voir que les gens continuent à mourir alors qu'on a une solution à la portée des mains. Et cette solution là se résume sur 3 éléments. Si on veut faire la guerre, qu'on décide de faire la guerre concrètement et qu'on laisse les histoires dans lesquelles on est en train de nous amener, changement de constitution et tout ça, l'impunité, on est dans la frappocratie où les gens continuent à amasser des millions de dollars. Et vous pensez que les autres Congolais qui observent comme si la RDC Zamboga Nabango, Tata Nabango, Basomba RDC, nous n'avons pas droit. Quelqu'un se frappe 41 millions de dollars dans la poche et vous voulez dire aux autres d'aller se battre. C'est injuste. Donc, il faut d'abord faire l'assainissement comme on a dit. L'État ne fonctionne pas. Il faut d'abord faire cet assainissement-là. Donc, une fois qu'on décide de le faire, il faut également lutter contre cette situation, ces virus qui commencent à entrer dans la cohésion nationale, ces virus-là de tribalisme. Et moi, je suis en train de me battre pour pouvoir anticiper sur les conséquences que ça va apporter. Parce que dès qu'on fait des nominations, on trouve qu'il y a autant de personnes qu'on va caricaturer venant. Et donc ça brise la cohésion nationale. Et il y a d'autres personnes qui ne seront pas prêtes à s'engager. Donc il va faire d'abord l'assainissement sur la gestion politique du pays. Il va falloir se décider de s'engager clairement dans la guerre. Et troisième élément, il faut cette unité nationale. Joseph venait de le dire.
qu'est-ce que ça nous coûte pour que la RDC puisse récupérer sa place dans Ça vous coûte les ambitions politiques. Voilà, à l'époque... Parce que justement, quand on va parler dialogue, c'est les ambitions politiques. C'est que d'autres vont quitter, d'autres doivent venir, d'autres, on doit recomposer avec les autres pour parler le même langage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà que l'Union sacrée qui a pris cette option de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution, sera aujourd'hui à même d'accepter que en vol viennent et prennent des choses? Voilà. Que tel autre parti, que le PPRD ou le FSC viennent dans l'affaire. Est-ce qu'ils vont accepter que Martin Fayulu revienne dans l'histoire? Est-ce qu'ils vont accepter que Katumbi puisse revenir au pays et recomposer avec, pour parler unité, pour résoudre la question de la sécurité? Vous êtes en train de me rejoindre. C'est ça les démons qu'il faut chasser. Les démons de la division où on voit Olivier parce qu'il dit un autre mot, on dit non, celui-là n'est pas congolais, il est contre le président de la République parce qu'il a donné une autre voix. Le chef de l'État, il est le père de la nation. C'est-à-dire, il est le parent de tous les Congolais. Les Moïse Katumbi, les Fayulu, les Dieudonné Mouchagaloussa, Joseph et tout le monde. Il doit dire non. Ce qui l'amène sur ce chemin-là, et je l'ai toujours dit, madame, je m'excuse, je pense qu'il y a des gens qui entourent le chef de l'État qui ne l'aident pas, qui l'enfoncent parce que, même les services de sécurité, je l'ai toujours dit, comment on peut laisser des nominations qui passent où on trouve un déséquilibre national? Moi, ça ne me dérange pas de trouver les gens qui méritent. Mais il y a d'autres qui ont des mauvais œils, qui ont des lunettes à double foyer, qui vont commencer seulement à chercher les noms. Même si la personne mérite, on va dire non, ce nom-là vient d'où, ce nom-là vient d'où. Et à ce moment, ça brise. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Et donc, voilà autant d'éléments. Non, c'est un problème de société. C'est un problème réel parce que les gens en parlent. Et ils en parlent. Donc, on ne va pas non plus prendre ça à la légère. Il faut faire très attention, il s'agit de l'armée. Ce qui sera grave, puisque chaque chose qui a le début a toujours eu la fin. Une chose est certaine, le président de la République finira par quitter le pouvoir. Et si on considère qu'il a fait des favoritismes à une certaine classe politique ou sociale ou culturelle, comment les autres vont le faire? Et nous, de la société civile, nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse briser cela, qu'on ne puisse pas, que les autres qui vont venir ne cherchent pas à se venger sur ceux qui ont dirigé. Mais si on continue à faire cette vengeance-là, de dire tel est proche de tel, on va les poursuivre, on va faire ceci. Ceux qui vont venir aussi feront cela. Or, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que la RDC finalement puisse être aussi parmi des grandes nations où on peut voir ceux qui ont dirigé hier. Ils sont déjà à côté. Ceux qui ont dirigé aujourd'hui, demain ils seront à côté. Ceux qui vont venir, on a cette paix durable, on a cette alternance et ne pas croire qu'on peut être au pouvoir pendant autant d'années et favoriser une seule classe politique, sociale ou culturelle soit-elle. Monsieur Sambaï, mais le plus grand perdant, ce serait l'Union sacrée. S'être battu pour un deuxième mandat, à peine arrivé, vous voulez reparler pendant que eux pensent à la révision, vous revenez avec le dialogue. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir en place, la majorité, serait prêt à faire ce sacrifice pour la République démocratique du Congo, pour l'unité du peuple congolais, pour la sécurité du peuple congolais? Je reviens d'abord rapidement sur l'intention, comme a dit M. Joseph, d'un troisième mandat. Mais vous le savez bien, s'il y a révision, on ne peut pas parler de troisième mandat. S'il y a, disons, changement, on ne peut pas parler de troisième mandat. Ce sera un nouveau mandat. On repart à zéro, tabula rasa, c'est encore la virginité électorale, on en a déjà parlé. Donc on ne peut pas parler intention et troisième mandat, c'est seulement s'il y aura changement. S'il y a révision, et qu'on fait de la philosophie du droit en interprétant bien les choses, qu'on enlève certaines matières verrouillées à l'article 220 pour changer le nombre de mandats, c'est alors qu'on parlera des troisième mandats avec la même constitution. Exactement. Quand c'est une nouvelle constitution, on ne peut pas parler de troisième mandat. Tabula rasa, Joseph Kabila peut aussi revenir comme candidat en ce moment-là. Donc, vous mettiez la disposition transitoire. C'était juste pour rappeler cela en ce qui concerne le troisième mandat. Avec les droits constitutionnels. Alors, madame, posons-nous la question parce que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la révision constitutionnelle, mais c'est la sécurité par rapport à ce qui s'est passé à l'accord de Luanda. Si réellement les multinationales utilisent le Rwanda comme le canal au travers duquel elles doivent passer pour atteindre la RDC. C'est-à-dire que le Rwanda constitue un danger pour le Congo, pas le Rwanda en tant que pays, mais le régime de Kagame constitue un danger pour le Congo. Mais nos frontières sont poreuses. Et pourquoi on ne fermerait pas les frontières avec le Rwanda si réellement Kagame constitue un problème?
Si réellement Kagame constitue un danger, pourquoi nos frontières ne sont pas fermées jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'aimerais assez que cette question soit posée aux parlementaires, parce que la vie de la nation aussi dépend de cette institution aussi importante, le Parlement. Qu'ils nous répondent, je suggérerais vraiment une question orale avec débat, avec les membres du gouvernement, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, pourquoi pas la première ministre en même temps, qui nous répondent d'abord pourquoi les frontières ne sont pas fermées, parce que eux pointent du doigt le Rwanda, même pas les M23, mais c'est le Rwanda. Si c'est Kagame, pourquoi les frontières ne sont pas fermées? Autre question que l'on peut se poser, quand est-ce que les multinationales envient les richesses de la RDC? C'est récemment 2 décennies, 3 décennies, ou c'est depuis des millénaires, comme Madame a dit tantôt. Mais si c'est depuis des millénaires, mais comment expliquer le fait que pendant la Deuxième République, nous avions une armée dissuasive qui pouvait se permettre de dire un mot à l'armée zaïroise, qui quittait aussi les pays pour aller aider d'autres pays en étant d'insécurité? Faudra-t-il évoquer la raison selon laquelle l'armée congolaise n'est pas dissuasive aujourd'hui? Bon, ce serait quoi la raison avec une approche comparative entre aujourd'hui et la Deuxième République, l'armée que nous avions à l'époque avec les militaires que nous avions? Aussi, bon, la démographie des armées. La démographie de l'armée rwandaise est environ 35 000 hommes, 35 000 personnes. Mais la démographie de l'armée congolaise, environ 135 000. Ça fait même le quadruple de la démographie militaire rwandaise. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que nous ne soyons pas en mesure de bouter dehors ces groupes armés? Quand on parle de groupes armés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État n'existait pas dans cette contrée-là. Un groupe d'individus se dote des armes et commence à semer la terreur. C'est ça les groupes armés. Mais comment des personnes qui n'ont même pas l'autorisation peuvent détenir des armes chez eux à la maison? C'est-à-dire que dans ces contrées-là, dans ces territoires-là, l'État n'existait pas. Madame, pourquoi est-ce qu'on pourra toujours... la diplomatie, elle est bonne, mais est-ce qu'il faut toujours compter sur la bonne foi qu'on parlerait de Paul Kagame qui va se retirer? Mais le Rwanda aujourd'hui n'est pas le Rwanda d'il y a 2 décennies. Aujourd'hui, grâce à ce qui se passe à l'Est, Paul Kagame est en mesure d'entrer directement en contact avec les multinationales au téléphone, parce qu'il a même anglicisé son pays pour ne pas rester seulement dans la francophonie. Il s'est ouvert, il a bilinguisé même le pays pour être en contact direct avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, il va de bonne foi dire que non, j'arrête. Au nom de quoi? Il va gagner quoi? Parce qu'il offre le salut à sa population selon lui, selon ses démarches, selon sa technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je rejoins un tout petit peu la pensée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il avait aussi une formation philosophique. Je suis philosophe. Vous savez que la gestion du pays dépend de la manière dont vous vous définissez vous-même, vous décidez vous-même sur votre propre organisation en ne vous écartant pas sur les principes de la raison, sur les principes de logique. Mzee nous a légué un testament. Prenez-vous en charge. Est-ce qu'on ne peut pas nous prendre nous-mêmes en charge? Jusqu'à quand on continuera à parler des M23? Jusqu'à quand on continuera à parler des FDLR? Nos militaires, notre armée, je pense que avec ces changements de commandement, des nouvelles figures au commandement, au poste de commandement au niveau de l'armée, ça pourrait apporter un nouveau souffle pour qu'on puisse... Mais est-ce que vous êtes mentalement prêt à se prendre en charge? Parce que lorsqu'on a évoqué la question de la diplomatie agissante, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à que la RDC s'est refermée sur elle-même, elle n'a pas voulu négocier, elle n'a pas voulu se soumettre, elle s'est refermée sur elle-même. La diplomatie agissante, c'était quoi? C'était voir ses partenaires étrangers, les appeler, leur dire que le Congo est ouvert, venez. Madame, la diplomatie agissante, on n'exclut pas la diplomatie, elle demeurera toujours tant que les États existeront. Mais nous sommes ici face à une situation réelle. Les groupes armés internes dans nos territoires sèment la terreur. Bunagana, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas pu organiser les élections à Bunagana. Qu'est-ce qui fait que l'armée congolaise FARDC ne puisse pas arriver sur place et mettre ces rebelles? On les appelle rebelles. Est-ce qu'on doit cohabiter avec les rebelles? Posons-nous la question. Est-ce qu'il faut questionner à Kagame qu'est-ce que les rebelles M23 viennent faire chez nous? Ce sont des rebelles.
Il faut les attaquer, il faut les mettre en état de s'il faut les capturer vivants, il faut le faire. S'il faut les tuer, il faut le faire au nom de légitime défense à ce moment-là, parce que ce sont des rebelles. Jusqu'à quand on continuera à dire Rwanda, et pourtant, nous avons des territoires qui échappent au contrôle même de l'État. Ce n'est pas normal. Ce qu'il faut faire, il faudrait que le gouvernement puisse se prendre en charge, en assumant entièrement ses responsabilités. Voilà. Monsieur Mwango, prenez-vous en charge, prenons-nous en charge. C'est bien beau de le dire, mais sur le terrain, ça semble être compliqué. Parce qu'on a tenté, apparemment, avec les FARDC, ça n'a pas tenu, avec les Ouazalendo maintenant, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que finalement, ce ne serait pas nous-mêmes le problème? Oui, nous sommes nous-mêmes le problème. Parce que la voie, c'est nous prendre en charge, c'est vrai. Si on se prend en charge, immédiatement, on saura identifier l'ennemi. Et tout celui qui va venir du côté d'M23 aura sa part. Juste comme on l'a dit, on va avoir des carquois, flèches, machettes. Et on s'est dit, tout celui-là qui vient de ce côté, c'est un ennemi. Donc, nous prendre en charge doit être notre devise. Mais toutefois, je crois, quelque part, je l'ai encore dit, parce qu'on n'a pas sous des temps, je l'ai encore dit, hein, les prémices ont déjà été mauvaises. La conclusion qui en découlerait serait toujours aussi soit fausse ou biaisée. Le fait d'avoir accepté qu'il y ait les FDLR chez nous, c'était une erreur. Le fait d'avoir cru que, j'aime ce que Moucharouche a dit, cru que l'Ouganda c'est notre allié, c'est le pire des aspects. Parce qu'actuellement, je ne sais pas, on n'a pas assez de mots, hein. Ces deux pays se moquent totalement de nous. Voilà, l'un joue le pompier, l'autre les sapeurs. Ok, c'est vous, vous apparaissez. Moi, je suis un bon parent, je suis conseiller. On va créer une route qui va nous unir. Et puis, on va être partenaire allié économique. Et à la fin, le fils dit, on va attaquer tous les mercenaires blancs. Donc, une sorte de moquerie qui n'a pas de nom. Alors, actuellement, ce n'est plus le temps d'examiner tous ces aspects. Parce que ça peut, c'est des vomissures, ça peut faire vomir. Il est temps qu'on dise, ok, on a compris qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a pas de partenaires et on se prend en charge. Et la seule manière de le faire, c'est revenir sur la rade, qui était déjà un berceau, une sorte de recrutement qui était déjà harmonieux. Qu'est-ce que la rade? C'est tous ces jeunes. Je prends par exemple aujourd'hui le cas du plateau de Minembwe. Si ce peuple n'existait pas, cette partie partirait, le Babembe, avec le général qui on appelle Yakutumba. Ce monsieur a déjà combattu des entrées, des incursions rwandaises et il les défait toujours. C'est qu'il est capable. Nous avons dans le Maniema, Kabamare Kasongo, il y a des gens, des milliers de gens qui ne sont même pas encadrés, mais qui peuvent aller accompagner les gens les Ouazalendo à la ligne de front. Donc ça signifie que cette prise en charge est facile. C'est question juste qu'il y ait motivation et qu'il y ait encadrement. Encadrement, oui. Mais... Encadrement en termes de mettre le moyen, mettre des paquets, l'argent. Il a parlé de frappocratie. Voilà le problème. Donc, je dépends que ces mots. Au lieu qu'on mette 500 millions de dollars entre les... Et puis ces gens qui font ça, c'est des méchants. Parce que le pays est en train de... C'est parti. Mais d'ailleurs, quand on parle de changement, on revient, même si ce n'est pas objet de débat, j'en profite. On va changer comment quand il y a la guerre à l'Est. Ça bloque tout. Donc pour qu'il change, moi je pensais que la priorité serait cette guerre. Parce que si on l'a gagnée, facilement on changerait. On peut tout changer. Et personne ne dirait, on dirait, ah, nous avons la paix. Vous voulez changer pour combien de temps? Ok, que Dieu vous accompagne jusqu'à la fin de vos jours. Mais on aura récupéré les territoires. Si on peut même faire ce que l'Éthiopie a fait contre l'Érythrée, ça peut aussi être bien. Parce qu'à un moment, il y avait les mêmes jeux. L'Érythrée s'est moquée de l'Éthiopie. Mais à un moment, l'Éthiopie a frappé et désormais, on n'en parle plus. Tant que ces Congo de Mobutu, qui est les Zaïre, avec les éperviers, ne rentraient pas, le chemin est encore long. Mais est-ce que... Donc nous devons avoir une armée qui soit capable de frapper durement et correctement. Monsieur Kazangoul, est-ce que cette guerre, ce ne serait pas non plus un appât pour que le Rwanda aujourd'hui brandisse justement cette thèse de guerre pour bien pénétrer en République démocratique du Congo? Madame, merci. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Je commence par madame qui représente l'envol. Madame Dena. Madame Dena. Je dis que les réalités gestionnelles sont totalement différentes de la théorie que vous prenez. Parce que lorsque vous parlez des choses, je suis aussi mon ami, lorsqu'il dit
la guerre là date de longtemps et que ces multinationales, s'ils existaient, pourquoi le Rwanda continuerait toujours à nous malmener? Mais depuis que le monde existe, depuis la Rome antique, l'Égypte antique, Mède, Perse, Babylone la Grande, le monde se place toujours en ordre de 3 États. Il y a les États forts, que je peux qualifier les grandes puissances, les puissances moyennes et les faibles. Nous sommes J'en viens. Vous êtes devenu un journaliste. Restez dans vos théories. La politique, madame, c'est la pratique. Vous êtes philosophe, bien sûr, mais c'est de la théorie, tout simplement. Ici, c'est le Congo qui est attaqué. C'est l'âme de notre État. Personne sur cette table, si aujourd'hui à Kinshasa, Moto et Peli, à quoi émission. Cela veut dire qu'on est tous censés travailler. Même lorsque, permettez-moi une minute, quand on parle, non, il n'y a pas lieu de toucher, soit réformer la Constitution. Je pense que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, pour qu'il y ait la déclaration de la guerre, il faut que 2 chambres se réunissent. Et par rapport à la situation de notre pays, cette disposition ne mérite pas d'exister à notre Constitution. Il nous faut, lorsque les pays est attaqué, les chefs de l'État a le droit et le pouvoir de déclarer la guerre directement. Parce que si on est attaqué à minuit, ces 2 chambres doivent se réunir quand? Tout le monde sur cette table savent que cette constitution, c'était qu'un compromis des belligérants. Lui, son président, c'est un ancien rebelle. Elle sait quand même quelque chose. Quand ils se sont rencontrés à San City, c'était justement pour qu'ils se partagent les postes. Mais aujourd'hui, les Rwandais dont vous faites allusion, aujourd'hui, les conseils de sécurité de l'ONU venaient de reconnaître. Parce qu'il faut aussi noter que le M23 là n'existait plus. Les M23 sont les militaires congolais qu'on a revêtis la tenue militaire de l'armée rwandaise et les coller seulement les noms là. Et quand même le mot là M23, rappelez-vous plutôt des accords de 2009, 2012, 2013, Aruba, Voagiseni. Lorsque Obachanjo pose la question à Chibanda Tungamulongo, vous acceptez de signer de tels accords? À Tounier 3 fois le but, oui. Il dit votre pays aura les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si cette table, personne ne me démontrera que cette guerre a été créée par Félix Tshisekedi. Non. Il en a trouvé. Et lorsque les gens parlent de la puissance militaire ici, il n'a pas trouvé non plus. Madame, je vous dis, permettez-moi pour les gens Joseph, justement, parce qu'on est en train de parler de l'histoire. L'armée, le M23 ont été défiés en 2013. Donc, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir et il n'a pas trouvé M23. Vous êtes une grande journaliste. Ne faites pas de cette table. On est en train de parler de l'histoire. Vous êtes à 5 et je suis seul. Vous êtes journaliste, restez neutre. Justement, on est en train de parler de l'histoire. Il ne faudrait pas biaiser. Écoutez, il ne faudrait pas biaiser l'histoire parce qu'au-delà de la politique, il y a les professeurs, il y a les historiens qui nous suivent et il y a aussi les politiques qui connaissent mieux. Je vais démontrer la faiblesse de ce dont vous appelez que les M23 étaient neutralisés. Allez-y lire les accords de 2009, 2013, 2012. Lorsqu'on vous dit que l'armée rwandaise et les services de sécurité rwandais peuvent entrer inspecter nos frontières, est-ce que ça c'est mettre fin à une guerre? Ils sont allés négocier les choses. Et ces choses qu'ils ont négociées ont mis en genoux les pays. Et ça doit être noté. Revenons-en. On vous donne Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Nandambwa, Namanyema. Ça doit être tous les services de sécurité pilotés par une seule tribu, les Tutsis. Et vous trouvez ça normal? Vous dites que la guerre a été gagnée. Ils ont négocié mal les choses. Ce qu'il faut faire, c'est l'État seul qui détient le monopole de la contrainte et de la violence. Et tous, ici nous vivons à Kinshasa, nous sommes en train d'observer au sein de notre armée plusieurs nouvelles unités créées spéciales. Et personne n'oublie ici la loi sur la proclamation militaire. Les chefs de l'État, sur les discours de l'État et de la nation, il en a rappelé. À l'époque de Jean-Pierre Mbemba, alors ministre de la Défense, il a dit tenir les ateliers. Il faut qu'on applique, qu'on pratique cette loi. Et cette loi donne la possibilité à notre armée d'en bénéficier 1,5 milliard l'an. Et là, c'est pour équiper davantage notre armée. Et je suis en train toujours de rappeler aux gens, la guerre de l'Est, ce n'est pas les petits Rwandais. Il en a parlé ici, il a parlé de la démographie de l'armée rwandaise. Et la nôtre, il n'y a pas match. Mais posons-nous la question, pourquoi ça persiste? Aujourd'hui, on vous parle de voitures hybrides. Et ces voitures hybrides, on vous dit, et 60% de cette matière proviendrait de la RDC. Et deux puissances maintenant là se battent
pour que l'île d'elle soit la première productrice de ces voitures. Mais nous devons aussi capitaliser nos richesses pour apporter la paix à notre pays. C'est ça. La diplomatie, également la puissance d'une nation, c'est aussi dénoncer cela. Quand vous entendez cela, vous savez que les matières viennent en République démocratique du Congo. Ouais. Quelles sont les démarches politiquement, médiatiquement que vous avez menées pour que la communauté internationale, l'opinion publique sache que c'est au prix du sang que cela est fait? Mais il faut reconnaître que les chefs de l'État, quand ils se sont rencontrés au Rwanda, devant Joe Biden, il a dit, c'est mieux qu'on construise ces chemins de fer. Mais la paix à l'est de notre pays, c'est une priorité pour nous Congolais. Madame Dena. Écoute, une chose, Madame Arlette. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens parlent du dialogue ici, vous l'avez aussi sinué, moi je trouve, personne n'est venu au monde avec ses Congos dans ses poches. Le Congo nous appartient à nous tous. S'il y a les priorités pour amener la paix à l'est de notre pays, s'il faut même que les dialogues aient lieu demain, moi Kajungulu, je soutiendrai. Parce que ce pays appartient à Martin Fayoulou, à Matata Mpogno et aux autres. Mais il faut noter qu'il y a certains Congolais qui veulent toujours jouisser du fruit et ils ne reconnaissent pas les bilans, les amis de l'ensemble. Quand ils viendront, ils vont se jouir, après ils vont dire non, nous n'allons pas défendre les bilans. Mais on fait appel à tout Congolais de souche pour sauver l'âme de notre pays. Madame et on ne prête pas l'intention que Tshisekedi veut faire le troisième mandat, ça c'est une fausseté. Et on m'a parlé ici du changement et révision. On viendra encore, si c'est débat, on va démontrer les choses. Madame Dena, est-ce que vous êtes aujourd'hui en vol, prêt à parler dialogue en République démocratique du Congo? Vous savez, lorsqu'on parle ici de la soi-disant rébellion de M. Denis Sesanga, moi je pense que c'est quand même un disque très rayé et rouillé que vous devez changer. Parce que lorsque M. Etienne Tshisekedi avait fait alliance avec le RCD et avait donné cette interview à Colette Brackman pour dire que le RCD c'était la clé de la démocratie, M. Denis Sesanga n'était plus partie prenante. Alors, vous nous dites ici, vous nous parlez de l'histoire. Mais moi je dirais que, bien que nous n'avions pas été très fans de la gestion de M. Joseph Kabila, mais nous savons qu'il avait été stratège de ce côté-là. Parce que cet accord de 2009 à 2012 était resté lettre morte, parce qu'il avait joué à ces stratégies pour que Mamundala, en 2013, puisse mettre en déroute le M23. Et M. Félix Tshisekedi l'a reconnu pendant l'un de son discours où il a dit, je ne comprends même pas pourquoi eux ils viennent tout le temps venir dire le contraire de ce que M. Félix Tshisekedi avait dit, que le M23 avait été défaite par la puissance du feu depuis 2013. Et aujourd'hui, lorsqu'il dit que ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a ramené le M23, qui a ramené la guerre, mais c'est faux. C'est bel et bien M. Félix Tshisekedi qui a ramené la guerre en République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'il avait appelé le M23 pendant 14 mois en République démocratique du Congo, qui était logé dans un hôtel de luxe, qui avait plusieurs dépenses avec les redevances taxes de la population congolaise, dans un hôtel de luxe, avec des voitures parfumées et tout ça, ils étaient là en République démocratique du Congo pendant 14 mois, et ils sont rentrés pour ouvrir les hostilités. Et ils n'étaient pas venus pour les beaux yeux de M. Félix Tshisekedi, que nous parle M. Joseph ici présent. Alors qu'on ne négocie pas lorsque on est en état de faiblesse. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en état de faiblesse. Ce qu'aurait dû faire M. Félix Tshisekedi était, comme il avait dit pendant la campagne, parce que là encore, il a encore retourné sa veste pour dire que non, c'était juste un discours de campagne, lorsqu'il avait dit qu'il allait appuyer son bouton, son fameux bouton escarmouche, pour pouvoir bombarder de l'autre côté ou rassembler les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Mais aujourd'hui, notre pays est en état de guerre. Parce que là, nous parlons français. Lorsque la Constitution dit en son article 219 qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être envisagée lorsque le pays est sous état de guerre ou sous état de siège. Aujourd'hui, notre pays est non seulement sous état de siège, mais est aussi sous état de guerre. Et il n'y a point lieu aujourd'hui d'envisager une fraude constitutionnelle parce qu'il n'y a pas opportunité. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi doit voir comment rétablir la paix de la guerre qu'il a cherchée en République démocratique du Congo. Et il ne doit pas parler du changement ou de la révision de la Constitution. Là encore, nous parlons d'une désinformation volontaire de ce qu'ils disent par rapport à la Constitution. Et
Ici, on nous dit que la guerre coûte cher et ils ne peuvent pas la déclarer. Mais en quoi est-ce que la guerre coûte cher lorsque les budgets qui sont alloués ne sont pas mis à disposition de l'armée? Mais là encore, nous disons qu'il y a bel et bien un problème réel d'hommes. Nous l'avons toujours dit que dans ce pays, il y a toujours eu un problème d'hommes. Et lorsque le ministre de la Défense, qui on lui place plutôt de pouvoir donner de quoi à l'armée congolaise pour pouvoir se battre et gagner cette guerre. Il y a mon compatriote qui l'a dit que à la Deuxième République, au temps de Mobutu, nous avions une souveraineté qui était très équilibrée en son temps. Et il n'y avait aucun rebelle qui pouvait séjourner en République démocratique du Congo parce que nous avions une armée forte et dissuasive. Lorsqu'ils évoquent ici l'Union européenne ou tout cela, mais je vais même paraphraser ce que M. Macron l'avait dit en son temps lorsqu'il était venu en République démocratique du Congo. Vous n'aviez pas été à même de pouvoir réhabiliter ou de pouvoir défendre l'intégrité nationale de votre pays. Alors vous ne pouvez pas rejeter la faute à d'autres, c'est que vous auriez dû faire vous-même. Et nous voyons que ce régime ne sont là qu'à pleurnicher. Ils ne sont pas là pour trouver la solution aux désidératas de la population congolaise. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il n'y ait point lieu, puisque ce n'est même pas le sujet, mais nous en parlons quand même parce que dans la Constitution, en son article 219, on parle de la guerre. On parle de la manière dans la Constitution de pouvoir réhabiliter la paix en République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'eux, ils ne veulent pas faire. Eux, c'est tout simplement leur priorité de pouvoir se maintenir au pouvoir, alors que même en se maintenant au pouvoir, ils ne font rien pour rencontrer le voulu de la population congolaise. Et voilà pourquoi nous disons que M. Félix Tshisekedi, comme l'a fait M. Kabila en 2018, puisqu'il n'arrive pas à rencontrer les désidératas de la population, il doit attendre 2028. Après avoir détruit la vie de la population congolaise, il doit rentrer au musée des anciens présidents, devenir sénateur à vie, et il n'a pas le droit de vouloir chercher le mandat en tant que président à vie. Monsieur Mouchagaloucha, on va terminer, on va faire ce tour de table en un mot pour conclure justement avec cette émission. Oui, en un mot, je vais dire deux choses rapidement là. Pour moi, je l'ai toujours dit, je suis content qu'aujourd'hui, quand même, mon frère Joseph est en train de me rejoindre. J'ai dit que ça sera difficile d'échapper au dialogue. Quand je l'avais dit, les gens m'ont caricaturé. Je suis parmi les tout premiers, si pas les premiers à le dire. Et donc, j'avais proposé même qu'il faut un dialogue en spirale. On ne m'avait pas compris, mais je l'ai dit encore sur cette table, il va être difficile de s'en sortir de cette guerre si on ne passe pas par les dialogues. Et malheureusement, ceux qui entourent le président de la République ne les conseillent pas bien parce qu'on ira négocier en position de faiblesse. À ce moment, lorsque Bounagan était trop petit, c'était possible de pouvoir négocier et imposer. Mais aujourd'hui, on a autant de territoires où ils ont de l'argent, ils obtiennent tout. Il y a des avancées qui sont en train de se faire. Je ne suis pas pour, mais c'est ça la réalité. Et personne d'entre nous autour de cette table ne peut aller à l'encontre de ça parce que ce sont des faits que nous sommes en train de vivre. Donc, on risquera d'aller négocier, mais le président de la République sera en position de faiblesse, malheureusement. Dernier élément, maman. La question de la Constitution. Lorsqu'encore une fois il y avait la dichotomie sur cette Constitution, lorsque j'avais dit que le chef de l'État avait pris 6 minutes, il avait touché ses lunettes plus de 15 fois quand il parlait ça qui Kisangani. On était changement, révision, il y a pas étranger, on nous a jamais dit que l'étranger... 15 fois. Oui. On ne nous a jamais dit quel était cet étranger-là qui a participé à la rédaction de la Constitution. Aujourd'hui, on est maintenant dans la réforme. Donc, en principe, ce qui se conçoit bien s'annonce bien. Le fait qu'il y a cette dichotomie, prenez cette question-là, mettez au frigo, dites au président de la République, cette question divise les Congolais plus que les unir. Nous avons besoin de rassembler les gens, de les mettre ensemble aujourd'hui, au lieu de diviser les gens pour affronter les défis majeurs qui nous guettent aujourd'hui. Et enfin, madame, il faut reconnaître... troisième. Oui, enfin, il faut reconnaître que notre pays, nous sommes en train de le vendre mal. L'image que nous donnons à l'extérieur donne aux autres l'occasion de pouvoir être soutenus les Rwandais. Lorsque, par exemple, on menace un autre chef d'État en fonction de dire qu'on veut le capturer vivant, lui, il prend ça au sérieux, il dit, vous voulez ma tête, il va là où il va aller pleurnicher, voilà encore, et puis c'est un pays qui a connu le génocide, voilà encore, on veut nous tuer aujourd'hui, et les gens disent, ah, vous voulez encore vous tuer, prenez les armes, allez vous défendre. C'est le langage, lorsqu'on fait dans cette frappocratie-là, l'obito qui
qui est en train d'être fait pour l'élément principal, ce sont nos matières, nos minéraux. Mais on va discuter ça en Angola. Tout simplement parce qu'on ne nous croit pas. On sait que si on amène cet argent, on va le détourner. De la même manière aujourd'hui, on envoie l'argent pour payer les arriérés des gens qui ont travaillé à la CENI, mais on apprend que Kadima ne veut pas payer l'argent, il veut détourner ça. Comment on peut nous prendre au sérieux? Monsieur Mouchagalou, Monsieur Sambaï. Pour détourner ça. Ça c'est grave, la société civile. Ça c'est la société civile. Monsieur Sambaï. Madame, vous savez, on dit la guerre coûte cher. Qu'est-ce que cela signifie? La guerre coûte cher non pas en termes d'armement. La guerre coûte cher par rapport aux dommages qu'elle cause qui conduit à la reconstruction. C'est ça. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc on ne dit pas que la guerre coûte cher parce qu'on va acheter les armes. Parce que tous les pays du monde ont des stocks en armement terribles. La Russie, vous savez combien de missiles elle détient? Les États-Unis, la France et tous ces grands pays. Et nous, en termes d'armement, qu'est-ce que nous avons comme stock? Quel est l'état de notre industrie d'armement? Qu'est-ce que nous avons? Donc la guerre coûte cher par rapport aux dommages qu'elle engendre. Alors ce qui est très important, il faut de la prévention. La prévention voudrait que nous puissions avoir une très bonne formation, des militaires bien formés, que nous ayons une vie sociale aisée des militaires, parce que le programme dont a parlé M. Mwango Rad pouvait réussir si seulement si on avait aussi amélioré les conditions sociales de ces militaires. Parce que ce qu'on voit dans des fronts, c'est aussi déplorable. Et aussi la prévention voudra que nous ayons ce qu'il faut dans notre industrie de l'armement, afin que nous soyons en mesure de nous doter de la dissuasion qu'il faut pour que l'ennemi ait peur. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la Russie. Pourquoi? La Russie exhibe la dissuasion. J'ai de l'arme nucléaire. Nous avons Krenka. Nous sommes en train d'en parler. On a Krenka à l'université de Kinshasa, centre nucléaire. Nous avons l'uranium dans ces pays. Qu'est-ce qu'il manquerait à ce qu'on puisse nous doter nous-mêmes notre propre arme nucléaire? La Corée du Nord l'a fait, non? Et nous, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour que le Rwanda ait aussi peur que nous avons la dissuasion? Monsieur Mwango. Oui, merci. Je commencerai par dire que dans l'Union sacrée, il y a un peu d'hypocrisie. On pense qu'on est membre de l'Union sacrée, on ne peut pas... Et c'est ce qui fait même mal, hein, les gens qui conseillent mal, comme vous l'avez dit, les chefs de l'État. On est dans l'Union sacrée, on peut aussi dénoncer certains faits qui ne marchent pas. Je profite aussi pour rapporter un correctif. Quand on parle des accords du 23 mars 2009, c'était les CNDP. Et c'est là qu'il y avait ces exigences. Mais en 2013, Mamadou est venu renverser la vapeur. Et tout est tombé caduc. Pour signifier que M23 n'avait plus existé. Ça, c'est un élément important. Et en revenant, on ne peut que souhaiter qu'il y ait une armée forte. Parce que moi, je suis du camp de ceux-là qui aiment les chefs de l'État. Je voudrais vraiment qu'il soit fort à la hauteur de sa grandeur. Et que cela est possible. Simplement que quand il va cesser d'écouter les sons des cloches de ceux qui disent que l'Ouganda, c'est un partenaire. L'Ouganda, c'est notre ennemi numéro 1, le Rwanda, c'est le second, et puis toutes ces nations, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Donc seul, il peut encore récupérer la situation. Mais négocier avec les M23 serait la plus grosse des erreurs possibles. Il faut les frapper par la rade, par le Ouazaledou. Nous avons des jeunes qui sont capables de tout faire, c'est que nous sommes capables de nous prendre en charge. Monsieur Mwango, sur ce que nous avons terminé. On n'aura même pas le temps de donner la dernière parole à monsieur Joseph et à madame Dena. Nous vous disons grand merci, en tout cas, grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Mouchagaloucha, madame Dena, monsieur Sambaï, monsieur Mwango également, monsieur Kajungulu. Nous espérons certainement nous retrouver prochainement, comme vous l'avez dit, avec la paix. On va se retrouver prochainement ici sur ce plateau pour débattre de l'actualité, mais aussi des questions qui doivent retenir en principe notre attention pour le bien-être de la population congolaise et surtout les politiques également, les dirigeants qui nous suivent pour se ranger en ordre de bataille pour défendre positivement la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Télé 50, Kio, Jabal l'Africa.